De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bienvenue à un autre balado de quoi tu parles en partenariat avec l'Anime. Mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis aujourd'hui, on fait un balado pro. C'est notre mandat, c'est de parler de l'industrie de la musique. C'est ça le mandat de notre balado, c'est de quoi tu parles. On couvre l'actualité l'industrie franco-canadienne de l'industrie musicale. Et aujourd'hui, on va parler d'une chose très importante dans le milieu culturel, c'est les chambres d'écho. Ces fameuses chambres d'écho-là. Puis on a actuellement avec nous autres la directrice de l'espace Rodier, une experte sur le sujet. Fait qu'elle va nous éclairer comme un beau phare à la mer pour les bateaux, pour naviguer. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'écho de ce côté-là, mais on va lui demander. Ça résonne. C'est vrai, de ce avec côté-là. Nous, Raphaël, ça va bien? Salut, ça va bien, vous autres? Ça va très bien, merci. Évidemment, on parle de chambres d'écho, c'est des choses qu'on parle souvent dans l'industrie de la musique. Veux-tu nous contextualiser de façon générale ou claire ou simple, une chambre d'écho? Ce que c'est, oui. Mais premièrement, je ne sais pas si le titre d'experte, je l'assume à 100%, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai essayé d'étudier la question, puis surtout, j'ai essayé de moi-même sortir de ma propre chambre d'écho, puis d'en faire une conférence. Fait que c'est vraiment le contexte de pourquoi moi, Raphaël Bonin, je décide de parler de chambre d'écho. C'est pas que j'ai fait des études en chambre d'écho, je pense même pas que ça existe. Mais pas encore. Que je me suis... Pas encore, mais je pense que ça va peut-être être le cas, en effet. Mais c'est plus que je me suis posé la question, on est tellement constamment dans les mêmes réseaux, on est constamment ciblé par les mêmes choses. Nos intérêts, souvent, ils sont un peu limités par ce qu'on connaît. Fait que pour moi, une chambre d'écho, le concept de chambre d'écho, c'est d'être dans une espèce de bulle où tout ce que tu aimes est validé, tout ce en quoi tu crois est validé. Puis ça, c'est vraiment exacerbé par tout ce qui est les algorithmes. Fait qu'on le sait, là, puis moi, j'ai l'exemple le plus clair pour vous, puis je vais dans le fond le donner, c'est que je suis une jeune maman. Dès que je suis tombée enceinte, mon Instagram, tout le contenu a changé d'un coup. Ouais. Vraiment, là, le jour où j'ai eu mon test positif, là, c'est comme si le lendemain, en fait, OK. Fait que là, toi, dans le fond, tu veux des leggings de madame de femme enceinte, tu veux savoir comment perdre du poids après ton accouchement, tu veux savoir quoi manger, quoi ne pas manger, qu'est-ce qui pourrait tuer ton bébé. Puis là, c'est comme si tout d'un coup, ma vie, c'est devenu ça. 100%. Fait que c'est un peu l'exemple que je veux donner, c'est... Puis des fois, on peut se demander, en ce moment, c'est quoi ma chambre d'écho? Parce qu'elle peut évoluer. Puis ça, on pourra en parler plus tard. C'est vraiment fascinant d'entendre ça de cette façon-là. Évidemment, on le connaît avec les algorithmes. On le sait qu'on se fait bombarder les choses qu'on aime, les choses qu'on regarde, les choses qu'on recherche. On se fait, veut pas, on ne tombera pas dans ce gros débat-là, mais on se fait écouter, tout est enregistré d'une certaine façon, nos actions. Et puis, évidemment, c'est la même chose pour l'industrie de la musique, veut pas, parce que quand on est en train de remplir, veut pas, les mêmes subventions, remplir les mêmes demandes de vitrines, les mêmes trucs, ben j'imagine qu'on se tient dans le même genre de chambre d'écho de cette façon-là aussi. Complètement. Puis, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire, parce que dans l'industrie de la musique, c'est particulier. Tu sais, moi, je ne suis pas l'experte de l'industrie de la musique, mais je peux quand même dire que je connais quand même certains éléments, puis c'est souvent les mêmes dans différents milieux. Absolument. Moi, j'ai été entrepreneur, j'ai eu ma business pendant 6 ans. Puis j'ai été dans l'industrie du design, de la mode, éthique et locale. Puis moi, dans le fond, ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était les créateurs locaux, comment aller chercher de la clientèle, etc. Puis tout le milieu entrepreneurial. Fait que ma vie, pendant ces six années-là, tout ce qui était autour de moi, c'était lié à ça. Les demandes de financement. Les entrepreneurs ont participé au même programme parce qu'on allait aux mêmes événements. Puis là, mais dans le fond, quand tu vas à ces événements-là, tu rencontres les mêmes personnes qui vont te plugger à telle affaire. Puis c'est un petit milieu finalement. Puis la musique, c'est la même affaire. Absolument. Puis dans le milieu culturel, le grand problème, c'est le financement. Puis souvent, ben, on cogne tout à la même porte, on cogne tout aux mêmes demandes, puis ben, le nombre de places ou le nombre de bourses est très limité. Puis, dans le fond, je travaille pour la piscine, je suis directrice de l'espace Rodier, mais la piscine, c'est un organisme à but non lucratif qui accompagne les entrepreneurs dans différents secteurs, dont l'industrie de la musique. Puis, une des grandes postures qu'ils veulent mettre en place, c'est comment aller chercher du financement autrement. Puis ça, je pense que c'est le bon exercice de voir, mais dans quelle chambre d'écho je suis pris par rapport à, mettons, demande de financement, puis comment je peux essayer de regarder autrement. Puis c'est là, je pense que notre échange aujourd'hui va peut-être donner quelques pistes, parce que moi, je suis quelqu'un de très concrète. C'est comme, oui, la théorie, etc., mais comment est-ce que dans le quotidien,
tu peux faire des actions qui vont t'ouvrir les yeux, ouvrir des portes auxquelles tu n'aurais juste jamais pensé. Puis j'ai des exemples dans d'autres secteurs aussi. Là. Ouais. On pourra regarder ça. Parce qu'il y a aussi des chambres d'écho, je pense, surtout en francophonie minoritaire hors Québec, c'est souvent, on a peut-être une chambre d'écho qui peut être négative par moment de comment percer ce fameux mur-là, ce filtre du Québec. Puis là, on se dit, ben ça se fait pas, t'es jamais capable, faut tant une chanson à succès, faut tu habites à Montréal. C'est ça. Fait que des fois, il y a des chambres d'écho aussi qui peuvent tant être positives que ben là, tu te fais réaffirmer les mêmes choses, que tout va bien, lâchez pas la patate, continue comme ça. Ou aussi, l'envers de la médaille, ça peut être une chambre d'écho négative où tu te dis, lâche ton or, il n'y a rien à faire là-dedans, tu perds ton temps. Oui, complètement. Là, il n'y a pas de question dans ce que tu dis, mais j'ai envie de refaire un petit bond. J'ai l'impression que on ne pourra pas en parler, mais les plateformes de streaming n'aident pas ça. Non. On a plus des auditeurs, mais en fait, la musique ne vit pas sans personnes qui vont écouter la musique. Fait que ça, c'est comme indissociable. Puis je pense qu'au niveau de la musique francophone, un des énormes enjeux, c'est la place qu'ont les artistes sur les plateformes. Autant dans les postes de radio, mais que tout ce qui est Spotify, puis justement les algorithmes. Fait que je pense qu'on ne peut pas parler de chambre d'écho sans parler de ça. Puis aussi, après ça, on pourra voir comment on veut réfléchir à la question, mais il faut vraiment se poser la question, c'est quoi la place que tu veux prendre en tant qu'artiste? Parce que c'est à qui tu veux t'adresser, mais en même temps, des fois, ce que tu penses qui va fonctionner, tu as des surprises. Puis, Clay and Friends. Oui. Moi, je connais le bassiste, Pascal, puis il m'a dit qu'un de leurs plus grands publics, c'est au Japon. C'est fou, ça. Puis, genre, aller jouer au Japon ou plus le streaming? Les deux. Okay. En fait, dans le fond, ils sont vraiment, vraiment populaires au Japon. Je ne vais pas dire n'importe quoi, c'est le Japon ou est-ce que c'est vraiment là, dans les pays d'Asie, mais tu te dis, ils chantent en français. Oui, comment, tu sais? Pour comment c'est possible qu'ils soient populaires ailleurs. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis peut-être dans un autre podcast, ça serait intéressant d'aller poser la question à un artiste qui a réussi à le percer complètement ailleurs. Tu sais. Mais bon, ça, c'est peut-être une autre question. Mais puis, c'est avec ce que tu dis par rapport aux plateformes de streaming, évidemment, en tant que la musique francophone n'a pas le même poids dans les plateformes de streaming. C'est certain qu'on ne peut pas se retrouver dans les plus grosses playlists, on ne peut pas se retrouver on n'a pas la situation monétaire pour dire, OK, on veut être à telle place ou peu importe, on veut avoir tel visuel qui nous pop d'en face et tout. C'est certain que le média a grandement changé dans les dernières années. Avant, évidemment, la télé aidait beaucoup à faire découvrir la musique. Les journaux, la radio, c'est des choses que les gens avaient toutes en commun. Là, maintenant, on a nos propres petits algorithmes, tout le monde, qui sont très influencés au niveau mondial plutôt qu'au niveau régional. Est-ce que ça a évidemment un grand impact sur tout ça? C'est énorme, là, mais c'est énorme, en fait. Puis, je vais plugger mon chum qui est comédien et auteur dans le milieu plus théâtral. Il fait aussi de la télé un peu, mais vraiment pas beaucoup. Lui, dans le fond, il a percé dans le milieu du théâtre. Puis, ce qui est son plus grand défi, là, ça a été justement, quand il écrit aussi pour la télé, tout ça, ce qu'il s'est rendu compte, c'est que les diffuseurs, maintenant, ils cherchent vraiment à répondre à des micros auditeurs. Puis c'est parce qu'on n'a plus justement le cadre commun à l'époque. Puis ça, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais on le sait. À l'époque, on ouvrait le cadre, on avait toutes les mêmes émissions. On en avait, exemple, 10 postes. Puis c'était les 10 émissions qui jouaient à ce moment-là. Check pas, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui joue dans une heure. Non, c'est maintenant. Puis ça me fait penser qu'on était beaucoup plus dans le moment présent. Parce que là, maintenant, c'est comme on est bombardé, tu veux aller voir les affaires. Mais on avait nos émissions, puis on se connectait. Fait que si c'était, par exemple, à ce moment-là, Ariane Roy, qui était dans un show live, qu'on écoute à l'émission, mais tout le Québec, à ce moment-là, découvre Ariane Roy. Puis là, Ariane Roy, ça lui donne un auditoire, puis éventuellement, ça peut ouvrir à la francophonie extérieure du Québec, etc. Fait que ça n'existe plus. Puis au-delà de ça n'existe plus, c'est que maintenant, comme tu l'as dit, on peut se connecter via des podcasts, on peut se connecter via sur YouTube, sur toutes les plateformes de streaming, autant pour des émissions de télé. Fait que c'est rendu qu'on a accès à, oui, la musique partout, mais on a accès à tout le divertissement. À tout. Fait que notre temps, il est limité en tant qu'auditeur aussi. Fait que moi, si j'écoute une toune, je ne peux pas écouter mon émission en même temps.
Fait qu'il y a aussi ça, c'est qu'au-delà du fait qu'on est pris dans... j'ai accès, par exemple, j'écoute, je dis n'importe quoi, j'écoute Clay & Friends, puis là, mon algorithme va m'envoyer voir tel autre artiste, etc. Il y a ça, mais au-delà de ça, tu as toute la panoplie de divertissement auquel on est bombardé, nos réseaux sociaux, etc. Puis le temps est limité, notre vie va vite, puis on est constamment bombardé. Fait pour les auditeurs, c'est overwhelming. On va se le dire, c'est overwhelming. Puis pour les artistes, ben t'es comme par où je passe? Par où je passe pour aller connecter avec mes auditeurs? Je sais que j'aurai des gens qui vont aimer ma musique. Comment je connecte avec eux? T'sais? Fait que tu as la portion auditeur, tu as la portion financement, industrie, la place que tu peux prendre. C'est plein de lieux où il faut se poser des questions, puis il faut savoir mais comment je vais prendre ma place, puis comment je vais la prendre avec un petit budget, comme tu dis. Tu n'as pas des millions à bombarder. Fait que c'est comme comment je me lance, comment je fais mes affaires, puis j'ai pas la réponse, mais peut-être qu'on peut réfléchir ensemble à quelques clés pour aller voir, ben toi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu veux? Parce que, selon moi, c'est l'autre chose, c'est quelle place tu as envie de prendre. Parce que si Clay & Friends, eux, justement, c'est de faire des grosses scènes, jouer, ça se fait que c'est pas tous les artistes qui veulent faire ça non plus. Donc, à se questionner. Je pense que le rôle de diffuseur devient de plus en plus compliqué. Moi, dans la vie, tous les jours, je travaille dans une radio, je suis directeur musical. Et là, de se faire bombarder, puis j'écoute beaucoup de musique, mais il y a beaucoup de musique qui ne tombe pas dans les fameuses normes de la radio. Fait que juste là, ça enlève une découvrabilité de plusieurs artistes, tout dépendant de c'est quoi ta station de radio. J'ai du monde, on va dire, tu travailles dans une station de radio country ou rock, ben t'es niché, tu te limites, tu travailles dans du classique, t'es limité encore plus. Puis veux pas, dans des balises de diffusion ou même de radiodiffusion, c'est comme, tu as tes fameuses rotations fortes où tu as 100 à 120 chansons que tu vas jouer. Mais là, tout l'inventaire, puis il y a plus de musique qui se crée que jamais. Mais là, tu prévalues, comme tu choisis qui. Évidemment, il faut que tu fasses de la place avec tes artistes de la région. Mais là, il ne faut pas tu nies non plus aux grands artistes. Puis là, tu as aussi tout le monde qui consomme de la musique de plus en plus d'Europe, de l'Afrique aussi. Fait que là, ça devient super compliqué à faire ce jumelage-là. Dans les réseaux de diffusion de festivals aussi, c'est comment tu réponds à un public qui n'est plus le même public qui était il y a 20-30 ans où on voyait des gros festivals. Tu mettais Offenbach, tout le monde y allait. C'était pas compliqué. Tu bookais Offenbach comme ton festival était pour avoir un très gros succès. Maintenant, c'est tu mets qui pour que tout le monde y aille, surtout en français minoritaire encore plus. Ça devient très complexe, cette chambre d'écho-là autour de la diffusion. Complètement. Puis tu me fais penser aussi que ça reste un bijou, notre musique francophone, dans le sens où, pour moi, c'est tellement important. En fait, c'est au-delà du talent, au-delà du nombre d'artistes, c'est qu'on n'a pas le choix de faire de la... Pour moi, c'est vraiment mon point de vue, très personnel, mais je pense qu'au Québec, on devrait ne pas avoir le choix de présenter des artistes francophones. Bon, pas des artistes qu'on juge qui sont pas fines, mais qui ont par la musique, c'est vraiment pas, tu sais, c'est pas, il n'y a rien de qualité. On a vu le 14 ans qui vient de s'acheter une Scarlett, puis il est comme, check, ma tante, tu fais de la musique, tu sais, c'est beau, Rémi, donne-toi une couple d'années. Mais, je veux dire, mettons, là, on en a beaucoup de bons artistes francophones, puis je pense que j'ai l'impression qu'on ne fait pas assez de place à ces artistes-là, de un. Puis j'ai l'impression qu'on perd de vue l'importance de notre langue, puis la beauté aussi de la musique francophone. Je vais faire juste une mini anecdote. Il y a 2 semaines, je me promenais en poussette, classique. Je m'en vais me chercher un café, classique. Là, mon bébé, il est à moitié endormi, je me commande un café. Il y a un gars au bar du café. Puis là, il jase avec la barista, puis elle dit « Ah, t'es-tu allé au Franco? » Puis il est comme « Ah, non, moi, les Franco... » Non, j'aime pas vraiment la musique francophone. Puis là, moi, c'est parce que moi, j'ai quand même une grande gueule. J'étais comme, je me sentais libre. J'étais genre, regarde, on va échanger. Puis là, je la regarde, puis je dis, t'aimes pas la musique francophone? Tu sais, toute la musique francophone? Il dit, ouais, non, moi, j'aime pas mais ça. Puis je suis comme, OK. Si c'est un gars, on va se dire, dans ma tête, on est dans la même chambre d'écho-ish. Bon, lui, il n'y a pas des trucs de maman, de femme enceinte, là, mais dans ma tête, c'est un gars qui habite dans Rosemont. Tu sais, moi, j'habite à Montréal, dans Rosemont. Il travaille sur un job dans le milieu peut-être culturel. Mais tu sais, ça va d'un gars dans la trentaine, entre 30 et 40 ans. Je suis comme, le gars, tu sais, je le regarde, d'après moi, dans ma tête, il écoute de la musique francophone. Mais non. Puis là, il me dit, non, moi, la musique francophone, je suis pas capable. Il dit, j'aimais beaucoup Harmonium, puis maintenant,
non. Je fais que là, je dis, ah ouais, t'aimes rien là. Il n'y a aucune tune francophone qui t'intéresse. Il dit, non. Puis là, je lance des artistes. Ariane Roy, connais pas. Tel artiste, connais pas. Je suis comme, ah, mais tu connais pas. Mais est-ce que peut-être que tu les aimerais? Il dit, ah, peut-être, mais je pense pas. Je dis, ok, toi, dans le fond, dès qu'il y a des mots en français. Il y a comme un blocage. Puis j'étais comme, j'ai dit, puis là, c'est là que je me dis que j'ai une grande gueule. J'ai dit, je te mets au défi d'aller juste écouter des tunes que tu connais pas. Juste par curiosité. Va voir s'il y en a que, hey, finalement, je trouve ça bon. Parce que j'étais comme, je sais pas si tu te rends, j'ai dit, je sais pas si tu te rends compte, mais en ce moment, c'est comme si tu mets toute la musique francophone dans un bassin, puis tu te dis non. Puis je trouve ça dommage parce qu'il y a de la très bonne musique francophone. Puis peut-être qu'il y en aurait que tu découvrirais et que tu aimerais. Puis t'es comme, ça l'a comme un peu choqué. Non, il était comme, un petit peu musculé, mais je pense, j'ai l'impression que j'ai semé une petite graine, tu sais. Puis ça m'a fait, en fait, réaliser à quel point c'est clairement pas le seul francophone qui a ce discours-là. Ça, cette réalité-là que tu parles, c'est une réalité qu'on vit vraiment francophone hors Québec, avec évidemment les jeunes, ou même les moins jeunes qui connaissent juste pas la musique, qui disent, ils ont entendu une chanson francophone dans un événement quelconque, par exemple Papa Outé, tu sais, puis ils sont comme, ah, ça, j'ai pas trippé sur cette tune-là, puis dans leur tête, la musique francophone, c'est ça. Ils se sont associés que c'était un genre. Donc, c'est comme si le monsieur, justement, que tu parlais, disait, j'aime pas la musique en tant que telle, dans le fond. Parce qu'il y a plein de styles de musique, puis justement, il y a plein de petites niches qu'on ne connaît pas maintenant. C'est exactement ça. Et là, pour aller les connaître, ces niches-là, en tant qu'auditeur, évidemment, il y a des choses qu'on peut faire, mais en tant que créateur, en tant que personne dans l'industrie de la musique, diffuseur, promoteur, name it, toute la gang, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou les premiers petits pas, mettons qu'on pourrait dire, ça serait quoi que tu suggérerais pour pouvoir décrocher ça puis s'aider là-dedans? Complètement. Ça, c'est des bonnes questions parce que c'est possible. En fait, tout est possible parce que tu peux jouer avec ton algorithme. C'est ça qui est intéressant. Puis l'exercice que j'ai fait, puis je vais vous faire le parallèle justement dans ma vie à moi. Moi, à l'époque, justement, avant d'être maman, je fais de la musique un petit peu, vraiment, là, justement, je n'étais pas dans une émission de radio encore, là. Non, je ne suis pas rendue là. Je ne fais pas de cette gang-là. Mais j'aime ça, j'apprends, je joue de la musique, j'ai du fun, j'ai du plaisir. Puis, j'avais comme envie de sortir un peu de qu'est-ce que j'écris moi, tu sais, qu'est-ce qui me parle moi, puis juste découvrir autre chose, puis m'ouvrir à autre chose. Puis, pour ma conférence, j'ai commencé à me mettre au défi, à faire des sorties auxquelles j'aurais jamais osé faire ça normalement. En me disant, en sortant un peu de mon quotidien, je vais peut-être avoir des flashs, des idées, des trucs qui vont venir, puis que, hey, j'aurais jamais pensé écrire là-dessus, mais je vois telle personne, ça m'inspire telle chose, etc. Fait que je me suis mise au défi à faire ça, puis je suis allée, une des premières sorties que j'ai faites, c'est un show de lutte. Moi, ça ne me parle pas. À la base, j'étais comme aucun intérêt pour la lutte. Zéro pinball. Puis mon chum, il a toujours adoré ça, puis j'étais comme, pourquoi? Puis j'ai fait, hey Raph, c'est la dernière chose que tu voudrais faire, vas-y. Fait que je suis allée, il y en a à Montréal là, des trucs gratuits, mais il faut que tu fasses une file d'attente pour t'inscrire, pour y aller, parce que, puis 2 semaines avant, pour le show, parce que ça se remplit. Absolument. Comme, c'est populaire. Fait que là, je me rends là, je réussis à avoir un billet, je suis comme la deuxième dans la file d'attente, je voulais vraiment pas manquer ma chance. On va au show, je tripe ma vie, je suis comme, c'est vraiment le fun. Tout le long, je hurlais, yeah! Genre, une fille à côté de moi, elle avait 6 ans, elle criait, rentrez dedans! Genre, c'était des familles, c'était trop pas des gens que moi, dans ma tête, c'était des gros gars, tu sais, avec des tatous, puis comme vraiment virils, qui allaient voir ça, pas pantoute. Là, il y avait des petites familles, des grands-pères, des gars avec des gros tatous. C'était une espèce de foule, justement, de plein de chambres d'écho différentes. Clairement qu'on n'écoute pas la même musique, clairement qu'on vient pas des mêmes milieux, mais on se retrouvait ensemble, là, oui. Ensemble. Puis après ça, j'ai comme envie qu'on parle un peu du contexte de physique aussi, là, parce que ça, on était sur place, on était ensemble, il y avait un spectacle quand même. Mais tout ça pour dire que j'ai fait ces exercices-là de sortir un peu de ma chambre d'écho, goûter dans des restos à le truc qui me dégoûte ou genre, puis moi, j'aime presque tout, là, je suis vraiment pas difficile. Mais mettons, là, dans un resto mexicain, il y avait des sauterelles grillées. Jamais j'aurais choisi ça. J'étais comme, je vais te prendre ça. La fille était comme, OK.
J'ai pris les autoguidés, tu goûtes à ça, t'es comme, non, ça goûte comme du sable un peu. C'est weird, mais c'est pas mauvais. Puis vraiment que dans mon quotidien, je fais des choses où je prends des décisions qui sont zéro alignées avec ce que je fais d'habitude pour juste m'ouvrir les œillères. Puis plus j'ai fait ça dans ma vie, dans le quotidien, plus après dans ma job, dans mes relations, dans mes questionnements, dans les rencontres que je faisais autour de moi, plus pour de vrai, j'ai remarqué une curiosité. Puis pourquoi je parle de ça? C'est que ça ne vient pas tout seul. Non, ça demande un effort. Tu peux pas sortir de ta chambre d'écho comme ça du jour au lendemain en faisant juste googler, je dis n'importe quoi, musique francophone. C'est pas suffisant. C'est comme il faut que tu nourrisses tranquillement une curiosité puis que tu forces la chose parce que il y a comme une énergie, tout est contre toi pour Absolument. que tu sortes de ton écho. Là, c'est vraiment exigeant de sortir de sa chambre d'écho parce qu'on nous la ramène constamment. Puis, autant que c'est positif, parce que si tu cherches quelque chose que tu aimes, tu vas le trouver rapidement, c'est merveilleux. Autant que si tu veux t'ouvrir, ça demande de l'énergie. Puis, c'est pas difficile, mais ça demande de l'action. Ça vient pas tout seul. Fait que, pour répondre à ta question, selon moi, si tu veux découvrir, par exemple, des artistes ou si tu veux, en tant qu'artiste, que d'autres gens te découvrent, il faut idéalement peut-être te poser la question, il est où mon public? Parce que, puis qu'est-ce qui écoute mon public? Puis moi, j'ai été stratège en pub pendant 1 an. C'était pas ma passion, j'ai quitté. J'aime la stratégie, je suis vraiment passionnée de stratégie. J'aime l'humain, j'aime la sociologie. Je trouve que c'est super intéressant de se poser la question, tu sais, justement, c'est qui mon public cible? Puis qu'est-ce qui vit, qu'est-ce qui écoute? Puis je pense que les artistes, en fait, malheureusement ou heureusement, c'est des entrepreneurs. Puis mon chum, quand je parlais de lui tantôt, c'est que c'est un entrepreneur. Lui, il a ses projets, il écrit ses shows, il doit les promouvoir. Il y a dans le fond une boîte qui les distribue dans des salles de spectacle, etc. Mais pour qu'il soit connu, ben, il doit s'ouvrir à différents publics. Puis il est entrepreneur, donc il doit réfléchir en mode c'est qui le public qui va écouter mon spectacle. Puis je pense qu'en tant qu'artiste, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix d'avoir un moment où tu te poses, parce que c'est ça qui est le plus dur, je trouve, pour les artistes, c'est qu'on est rendu des artistes entrepreneurs, puis on doit penser au-delà de la création. Puis c'est ça qui est bizarre pour les artistes, puis ça, c'est un autre gros enjeu. Mais mon chum, il passe beaucoup de temps à faire de la paperasse, à remplir des subventions, puis une partie à créer. Puis le temps, souvent, il est plus gros dans la partie subvention parce que pour écrire puis créer, il faut qu'il vive. Ouais. Vraiment. Ou des jobs à côté, ou c'est ça. avant une percée, parce qu'il y a un moment où tu peux vivre de ton art, puis ça, je suis convaincue que les artistes peuvent vivre de leur art, mais pour se rendre là, il faut que tu sois connu, il faut que tu sois découvert, puis il faut qu'on parle de toi, puis il faut que tu sois sur la map. Ouais. Puis ça, pour être sur la map, ben, je pense que la première question à se poser, c'est, premièrement, c'est quoi en tant qu'artiste que je veux? Parce qu'il y a différents modes de vie d'artiste. Tu peux avoir des tournées internationales, puis tu peux vouloir les grandes scènes, comme je disais tantôt, ou tu peux vouloir juste faire de la musique, produire ta musique, puis qu'elle soit écoutée, puis pas nécessairement faire des spectacles, puis m'en faire très peu. Fait que c'est pas les mêmes choses, puis c'est pas les mêmes budgets, puis c'est pas la même vie, en fait. Fait que c'est pas les mêmes auditeurs, parce que faire déplacer des gens en salle versus faire écouter ton public via des plateformes de streaming ou à la radio, c'est pas la même chose. Fait que, puis moi, je pars souvent de l'humain, de qu'est-ce que toi, en tant qu'humain, tu as besoin, tu veux, puis en tant qu'artiste, en tant qu'entrepreneur. Puis quand tu as vraiment répondu à ces questions-là, là, tu peux faire des actions concrètes. Fait que pour moi, la première étape, c'est de s'asseoir puis de se demander qu'est-ce que je veux en tant qu'artiste. Puis éventuellement, quand tu as répondu à cette question-là, ben là, tu peux faire la suite, c'est-à-dire réfléchir à ton public. Puis ça se peut que tu te trompes. Comme l'idée de les Japonais qui trippent sur la musique francophone. Ouais. Mais tu peux faire quelques recherches ou t'informer auprès de tes consoeurs, confrères artistes, puis dire hey, toi, c'est où que t'es le plus écouté? Parce que maintenant, on a la traçabilité. Tu peux savoir c'est qui t'écoute puis où. Fait qu'on a des outils qui nous servent. Fait qu'il faut faire attention de ne pas justement pitcher toute son énergie partout et essayer d'aller répondre à tout le monde. Parce qu'on a parlé du début qu'il y a quand même des chambres d'écho naturelles qui se créent. Donc, il y a des gens
qui, naturellement, vont t'écouter. Fait que commence par ce petit bassin-là pour éventuellement grandir, tu sais. Puis ça, je pense que c'est d'avoir un mindset entrepreneurial. Puis ça demande, selon moi, ça demande de se poser, de se déposer, de s'asseoir, puis éventuellement de peut-être s'asseoir avec un coach, puis de dire, ben hey, OK, par où je passe pour qu'on me découvre, qu'on apprenne à me connaître. Puis après ça, toi, tu pourrais peut-être plus répondre, Nicolas, pour les diffuseurs aussi. Comment est-ce que les artistes vous approchent ou comment est-ce que vous voulez être approchés? Puis c'est quoi les critères qui fait qu'on vous écoute? Parce que c'est un peu dommage, des fois, en tant qu'artiste, tu dois des fois répondre aux critères pour, si tu veux, admettons le public. C'est ce que tu veux, oui, exact. Exactement. Si ton public demande, écoute tel poste de radio, bien, ça se peut qu'il faut que tu répondes à certains critères au début peut-être, puis éventuellement, ça se peut que tu aies ton public dans la poche et donc que là, tu sois capable de faire ta propre musique. Mais des fois, c'est ça qui est plus touché. Mettons, mon conjoint, Gab, mon chum, ben lui, des fois, il faut que ses shows répondent à la demande de bourse, puis ça le met en, je dirais pas le mot, mais ça le met en crise, on va dire. C'est ça. Pourquoi faudrait que là, je fasse un show sur tel sujet ou telle affaire? Parce que c'est ça qui est populaire, ça l'énerve, tu sais. Fait que des fois, tu es pogné là-dedans, puis des fois, tu peux, justement, avec des plateformes plus libres, tu peux décider de créer librement, puis ça se peut que tu ailles chercher une autre clientèle, un autre auditoire, tu sais. Ouais. Fait que c'est beaucoup de choses que j'ai amenées, là, mais parce que je vois le temps qui file, puis je suis comme, on dirait que j'en pourrais parler pendant 4 heures. Yeah. C'est super intéressant quand tu parles des filtres implicites là, qu'on a souvent dans l'industrie de la musique. Souvent, on le vit aussi en Ontario, que l'accent franco-ontarien, il diffère très peu de celui québécois, mais on le voit souvent en Acadie, où que pour un certain moment, avant la grosse percée de genre Lisa Leblanc, du petit Béliveau, c'était genre les Acadiens, c'était souvent des Acadiens du nord du Nouveau-Brunswick, où que l'accent ressemble encore beaucoup à celui, tu avais Wilfred Leboutillier et Annie Villeneuve, qui étaient deux des plus grands, Annie Blanchard, désolé, qui étaient deux des plus grands exemples, où que leur accent, il y a un accent acadien, évidemment, il est là, mais il n'est pas aussi prononcé que du Chiac ou le Braillon du petit Béliveau, que tu es comme, OK, comme nos repères sont très, très différents au niveau linguistique en ce moment. Fait que je pense qu'il y a tous ces critères-là aussi, puis que quand on pense à la radio, quand on pense à la diffusion de spectacles, souvent, ça devient un jugement subjectif de 1, 2, 3 personnes qui décident pour l'ensemble du pays. Je pense aux routeurs radio de Rouge, Énergie, de Bell. Si tu rentres à Rouge, ben, tu vas vivre une belle vie, mais si ça tombe sur cette journée-là, le gars ou la fille qui fait la direction musicale a fait, c'est quoi? C'est pas ma vibe. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est pas ma vibe. C'est la fin de cette chanson-là. Peut-être qu'il va le revisiter plus tard, ça rentre sur des séquoias, sur d'autres affaires. Mais puis après, ça découle dans les médias communautaires où on se fie veut pas beaucoup sur les grosses boîtes qui sont souvent plus approchées par une panoplie d'artistes ou que les petites boîtes, c'est pas tout le monde qui va se faire pister les chansons parce que, tu sais, Fouki va pas m'envoyer sa chanson dans une radio à Ottawa parce qu'il va faire comme tu vas apprendre d'une façon que je sais pas comment, mais elle va finir en ondes parce que je suis Fouki. Tu sais, il y a comme un certain niveau de stress ou d'accessibilité qui est aussi différent, puis c'est normal vu les marchés. Mais je pense que dans tout ce que tu soulevais tantôt, puis je pense qu'en tant que nous autres, on est 3 personnes dans l'industrie, on parle souvent de comment se rapprocher avec l'auditeur, c'est comment sortir de cette chambre d'écho-là avec le spectateur, mais comment sortir de cette chambre d'écho qu'on a entre gens de l'industrie aussi. Absolument. Est-ce qu'on consomme trop de contenu? Est-ce qu'on le consomme pas assez? Est-ce qu'on est pris dans notre petite clique d'artistes, puis on ne sait pas qu'est-ce qui se passe? Mon voisin, ça pourrait être Jean Leloup, puis je ne le sais pas, puis j'ai jamais entendu sa musique. Ou est-ce qu'on a un délaissement total quand ça vient à ça? Mais ce que tu nommes, on dirait que ça me fait juste réaliser à quel point on est ultra connecté, mais complètement déconnecté 100%. Aussi. Ouais. Oui. Puis ça, je viens de le dire, puis j'ai eu un frisson. Moi, je suis sensible, puis c'est niaiseux, mais ça vient de me faire comme un frisson parce que je trouve qu'en tant qu'humain, premièrement, on vit dans... En fait, c'est beaucoup d'éléments. Puis j'ai quand même un cerveau de jeune maman, puis c'est vrai, là, que il y a vraiment ça. Celle-là, il est en train de trahir. Mais en gros, les humains ne sont pas faits pour vivre avec autant d'humains autour d'eux, accessibles avec autant. Puis ça, j'ai pas la notion théorique, c'est pas ma force. Mais en gros, là, en général, les humains ont besoin de petites communautés dans lesquelles ils se sentent en confiance, en sécurité, puis qui créent des liens facilement. Puis on est rendu tellement ouvert sur le monde que ça peut devenir overwhelming. Ça peut devenir
trop, en fait. Puis, Trop vite. Trop vite. Puis c'est surtout que ça nous, en tant qu'humains, ça nous insécurise. Et donc, je pense que le concept de chambre d'écho vient nous sécuriser et nous réconforter parce que, puis c'est, autant que c'est positif, autant que ça a quand même un côté pervers, mais tu sais, de dire, hey, c'est plein de gens qui pensent comme moi, c'est plein de gens qui aiment ce que j'aime, ça me rassure. On s'attache à ça en tant qu'humain. Oui, puis je pense qu'avec la pandémie, on l'a vu, c'était tellement ouvert sur le monde, tellement des mauvaises nouvelles. Puis là, tu as justement les gens qui sont comme anti-vax, qui sont comme, hey, lui aussi pense comme moi, puis telle affaire. Puis là, plus tu t'informes sur telle chose, bien, c'est les mêmes informations qui reviennent, puis ça confirme ce que tu penses, puis c'est là que ça devient vicieux puis dangereux, tu sais. Fait qu'il y a un côté pervers, mais il y a un côté aussi rassurant quand c'est des choses positives. Tu sais, moi j'écoute beaucoup de musique francophone, puis quand j'en écoute, ben on m'en repartage, puis je suis comme, ah, c'est cool, je suis contente, je découvre des artistes, etc. Puis en même temps, il y a une journée où j'ai écouté de la musique anglophone, mais là, la semaine d'après, on me propose juste des tunes de ce style-là, puis je suis comme, non, je voulais retrouver de la musique francophone, fait qu'il faut comme que j'aille forcer l'affaire. OK, non, chercher des artistes francophones, puis ils vont m'en remettre la semaine d'après. Fait qu'il y a autant que, ça c'est vraiment très, comme on parlait vraiment par rapport aux auditeurs, mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que dans n'importe quelle industrie, il finit par avoir des petits milieux. Moi, j'ai fait de l'improvisation pendant longtemps au cégep. Ben, on était toute une gang d'impro, là, on se connaissait, à chaque bar où j'allais, je rencontrais quelqu'un d'impro, puis tu allais vers cette personne-là, puis on parlait le même langage, on se comprenait, on avait un peu le même champ d'intérêt, les mêmes champs d'intérêt, puis c'est rassurant, c'est comme ta communauté, etc. Fait que je pense que ça n'a pas juste du mauvais, tu sais, il y a quelque chose de réconfortant, mais je pense qu'on a tout à gagner à s'ouvrir aux autres, à s'ouvrir aux choses qu'on ne connaît pas. Puis j'ai un bon exemple au niveau de découverte humaine, on va dire. Puis c'est, mini parenthèse, c'était l'hiver, j'étais dans l'autobus, tempête d'hiver à Montréal. Je sors à mon arrêt, il y a une petite madame 80, elle est toute à chancelle, tu sais, elle a comme la misère à se tenir. Je suis comme, comment elle va faire pour marcher dans des buttes de neige, tu sais? Fait que là, elle sort, on débarque au même arrêt, j'ai dit, ah, madame, vous allez par où? Elle dit, par là-bas. J'ai dit, voulez-vous qu'on marche ensemble pour tu sais, parce qu'il y a de la neige? Ah, mais oui. Là, on se prend le bras, on marche ensemble à Montréal. À Montréal, c'est pas classique. En région, on se dit bonjour. À Montréal, pas tant. Si tu dis bonjour à tout le monde, vraiment, t'as l'air vraiment bizarre. Puis, c'est beaucoup de gens. Oui. C'est quand même là. Entre voisins, on se dit bonjour, mais tu sais, dans l'autobus, non, je suis pas bonjour, c'est weird. Fait que là, la madame, puis moi, on se tient bras dessus, et on marche, et on se met à jaser, puis elle me dit que c'est une artiste, et blablabla. Et finalement, tout ça pour dire que c'est devenu une amie. Une madame de 40 ans qui habite sur ma rue, elle s'appelle Christine, à chaque fois que je la vois, c'est un bonheur pur, elle est ouverte d'esprit, elle est jeune d'esprit. Mais jamais je serais allée vers cette madame-là, dans la rue, et faire comme, hey, on va-tu prendre un café? Non, jamais. Mais maintenant, on se texte pour aller prendre des cafés, pour de vrai. C'est hot, ça. C'est pas comme une grand-mère, c'est comme une amie pour moi. Puis tout ça pour dire que c'est la question d'ouverture d'esprit, puis la question de c'est quoi le genre d'échange que je veux, c'est quoi le genre justement d'auditeur que je veux, avec qui je veux travailler, avec qui je veux collaborer, puis c'est intimidant sortir de son cocon, mais c'est tellement nourrissant. Oui. C'est nourrissant, puis c'est, en tant qu'artiste, je pense que tu n'as pas le choix de t'ouvrir, parce qu'éventuellement, sinon, ce que tu fais, ça finit par tourner en rond. Puis je pense que les artistes ont tout à gagner à s'ouvrir au monde, à s'ouvrir aux autres humains. Puis je pense que c'est comme ça que tranquillement, tu peux aller chercher d'autres publics, puis tu peux cogner à la porte chez quelqu'un que tu n'aurais jamais osé, puis que cette personne fasse comme « Hey, j'aime pas ce que tu fais, je vais le mettre. » Tu sais pas où ça va te rendre. Puis Ariane Roy, je trouve que c'est un bon exemple parce qu'elle vient de Charlevoix. Oui. Puis c'est pas un trou, Charlevoix. Moi, ça me dit loin de Montréal, mais c'est pas un trou pareil, là. Puis c'est comme, elle a réussi à sortir de Charlevoix, puis en même temps, elle garde un attachement avec sa région. Puis les gens de la région, ils sont fiers, ils sont vraiment fiers. Artiste-là, puis il la soulève, il la porte. Puis je pense qu'on ne pourra pas faire 75 000 Ariane Roy, mais je crois qu'en tant qu'artiste, si c'est ça que tu veux, si tu veux sortir de ta région, si tu veux être découvert, ça se fait, c'est possible. Après ça, est-ce que tout le monde va y arriver? Comme dans n'importe quoi, je pense pas. Non. Je pense que ça demande de la volonté. Puis je pense que la question d'ouverture d'esprit, ça part d'abord de l'artiste. Si tu restes enfermé dans tes affaires, malheureusement,
personne ne va te découvrir parce que, en fait, tu ne mets pas du tout les cartes tu ne places pas les cartes de la bonne manière pour pouvoir sortir de ta chambre d'écho. Je pense que c'est important de faire cette introspection-là en tant qu'artiste, diffuseur, peu importe, même auditeur, de voir sont où mes limites, où est-ce que mes œillettes, j'ai ferme, puis je fais voici sur quoi je me concentre. Faire comme, ben si j'ouvrais juste un peu plus grand, je vois quoi, puis je peux aller rencontrer qui, puis qui sait, cette rencontre-là, ça va être qui, ça pourrait être le directeur d'un festival de musique qui, là, lance ta carrière aussi sur un gros... Exactement, dans une sphère que tu n'aurais jamais pensé qui aurait fonctionné. T'sais, nous autres, on a un bon exemple, les Rod Swamp qui sont allés faire des spectacles à Disney. C'est genre dans un show communautaire, pas rapport, que le booker était là, puis il a fait « Hey, aimeriez-vous ça, aller faire genre une résidence de quelques semaines à Disney? » Ils sont comme « Oui, mais... » C'est jamais à ce spectacle-là qu'il aurait pensé faire ça, par exemple. Je pense ça. Vas-y. Pardon. Non, je trouve juste que c'est vraiment le parfait exemple, complètement. Ouais, puis je pense que c'est super important de voir on a deux vies essentiellement. On a une vie virtuelle, puis on a une vie physique, humaine, qu'on côtoie des gens et tout. Puis je pense que la chambre d'écho, comme on dit, elle existe aussi, évidemment dans les internets avec nos réseaux sociaux, mais elle existe aussi en tant qu'humain. Puis comme tu disais, d'aller faire des trucs différents, d'aller dans différentes choses. Comme par exemple, les gens de l'industrie vont aller dans des 5 à 7, vont aller dans les lancements d'albums, vont aller des lancements de programmation. C'est toujours le même monde qu'ils vont rencontrer. Mais par exemple, si tu vas justement, peut-être un gala de lutte, c'était excellent comme vraiment, c'était la meilleure option que tu pouvais donner, je pense. Mais si tu vas dans un autre truc, si tu vas dans une galerie d'art à la place, ou tu vas un open mic au bord du coin chez toi ou au café, que tu ne vas jamais, même si c'est avec un autre environnement, tout, mais tu vas découvrir d'autres choses, tu vas parler à d'autres personnes. Puis je pense que c'est cette façon-là, c'est de revenir à cette ouverture d'esprit-là, puis de pouvoir justement bien communiquer avec les gens, puis de sortir un peu de cette zone de confort qui est un cliché, mais qui est vrai et qui existe autant virtuellement que physiquement aussi. Complètement. Puis je pense que tu as commis le mot puis l'image très claire. Puis j'ai l'impression que ça va, en tout cas je le souhaite, que ça pose des petites graines parce que c'est vraiment juste ça, selon moi. C'est de semer la graine qui va faire en sorte que tu vas aller à l'open mic. Puis je pense que, moi je mettrais au défi des auditeurs du podcast de faire une activité par semaine. OK, si tu n'as pas de jeune bébé, tu es capable. Moi je le faisais avant, là, mais ça peut être un par mois. De faire quelque chose, de sortir vraiment, là, aller à un endroit, peu importe, de faire une activité que tu n'aurais jamais pensé faire dans l'optique de t'ouvrir. Puis ça peut être lié à ton domaine, mais ça peut être complètement différent. Fait que moi, c'est ça que j'oserais mettre les gens au défi de le faire parce que pour de vrai, c'est juste, ça fait effet boule de neige. Puis moi, je crois énormément au hasard, en fait. Je crois au hasard, puis je crois que souvent la vie fait des beaux clins d'œil. Oui, parce que des fois, tu ne t'attends pas à rencontrer quelqu'un, tu ne t'attends pas à ce qui se passe telle affaire, puis c'est quand tu es dans l'action, quand tu suis la vie, en fait, quand tu fais juste suivre le flow, éventuellement, la vie te met sur le chemin quelque chose, puis pour vrai, quand j'ai reçu le courriel pour participer au podcast, c'est un peu ça que ça a fait, c'est comme, c'est vraiment cool. Je suis en congé de maternité, mon cerveau est complètement en chambre d'écho, là. En ce moment, là, je suis complètement dans ma bulle là, de jeune mère, là. Mais quand j'ai vu le courriel, j'étais comme, ça va tellement me faire du bien. J'ai tellement envie de ça, rencontrer, justement, discuter d'un sujet qui me passionne. Puis c'est des belles rencontres, c'est des beaux échanges. Puis je pense que c'est quand aussi tu dis oui. Puis je sais, c'est cliché, là, mais genre, oui, Jeanne d'Arc, mais oui, c'est ça. Des fois, tu dis oui à des affaires auxquelles tu n'aurais normalement pas dit oui. Puis c'est en disant oui cette fois-là que tu t'amènes à faire justement une résidence à Disney. Ouais. Tu sais, c'est comme tu as dit oui à aller, exemple, à ce show-là, où le diffuseur a dit oui, je vais aller voir telle affaire. Puis finalement, ça fait des rencontres, puis ça crée des choses que tu n'aurais pas pu créer autrement. Puis la vie, c'est ça, en fait. C'est faire, OK, go, j'y vais. Je sais pas, sans penser aux résultats. Puis ça, dans notre société de performance, très difficile. Oui, on l'a perdu, ça. Il faut se réhabiliter à faire ça, en fait. Complètement. On a l'impression que chaque action qu'on doit poser doit avoir une résultante directe. Mm-hmm. Puis la vie, c'est pas ça. Non. La vie, ça sera jamais ça. Parce qu'on contrôle on contrôle rien. La vie, c'est du risque, c'est prendre la chance, c'est essayer des trucs, c'est se planter, c'est faire comme, hey, je vais faire telle affaire.
avec aucune attente, puis finalement, c'est un résultat que t'es comme « Oh my God! » Puis créer, puis la musique, puis l'art, on va se le dire. Si tu penses écrire une bonne tune cette journée-là, ça se peut que ça soit vraiment pas bon. Puis il y a une tune que tu écris sur le coin d'une table parce que tu jases avec quelqu'un, puis ça te donne une idée, puis tu as un flash, puis finalement, c'est comme une tune qui est merveilleuse. C'est ça aussi. Fait que tu peux pas être un créateur, un artiste, créer de cette manière-là, puis penser que la vie, c'est différent. La vie, c'est ça, c'est un chaos perpétuel. Absolument. Fait que comment tu navigues à travers ce chaos-là de façon complètement alignée avec ce que tu veux en tant qu'artiste. Puis oui, ça amène des fois des déceptions parce que la vie, c'est pas juste des réussites. Puis des fois, on voit juste ce qui marche. On voit juste ce que notre voisin a fait qui a fonctionné. Puis t'es comme, ah, moi aussi, je veux que ça marche. C'est comme, puis je vais faire le parallèle. Puis je vais être gossante, la jeune mère. Mais c'est ça ma vie. Moi, mon bébé, quand il dort, c'est mon plus grand bonheur. Mais moi, si je me compare à la voisine de comment son bébé dort, on n'a pas le même bébé, on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes envies, fait que ça sert à rien. Fait que c'est la même chose en tant qu'artiste. C'est sûr que si tu compares la carrière d'un artiste puis que tu es constamment en train de ruminer le fait que ta carrière, elle ne va pas là où tu veux, elle n'ira jamais là où tu veux si tu mets toute ton énergie sur le voisin puis que tu te déconnectes de ce que toi tu veux puis que tu prends ta vie en main puis tu sors de chez toi. Puis tu sors de ton cocon puis tu fais comme « Hey! » Comment tu veux écrire une nouvelle tune si tu es toujours dans ton Christy de salon? À un moment donné, là, tes idées, là, c'est comme... C'est le tour, ça revient. Oui. Tu sais, notre cerveau, les humains, on est des êtres créatifs. On est des êtres qui cherchent à résoudre des problèmes. Puis pour chercher à résoudre des problèmes, il faut vivre. Il faut vivre. Puis tu le disais, notre vie, on a une vie virtuelle, une vie en personne. Je pense qu'en ce moment, j'ai pas le stats, mais j'ai l'impression que notre vie virtuelle est peut-être le pourcentage est plus élevé. On passe plus de temps là, malheureusement ou heureusement, là, tout dépendant de comment on peut voir ça pour différentes personnes, mais oui. Oui, mais je pense que éventuellement, ça ne permet pas l'émancipation, puis ça, c'est un autre sujet, mais je pense que ça ne permet pas de s'ouvrir. Éventuellement, il faut rebalancer l'affaire. Tu sais. Puis je me parle à moi-même en disant ça. Tout ce que je vous dis, c'est un super rappel pour moi-même, qui est moi-même prise dans une chambre d'écho présentement. Puis la vie, c'est aussi d'y aller, de sortir, dans le sens où c'est utopique de se dire que tu vas être constamment out there, constamment en train d'aller cogner à des portes, faire plein d'affaires. Mais premièrement, tu ne créeras jamais de tune, parce que c'est comme tu as besoin d'un moment d'introspection pour créer. Mais il faut un équilibre. Il faut accepter que, moi, présentement, j'ai accepté, Raph, ta vie actuellement, c'est ton bébé. Ta vie, c'est ça. Mais c'est pas tout ça pour toujours. Puis, éventuellement, les choses vont changer. Fait que de se dire, ben présentement, par exemple, je suis dans un cul-de-sac créatif ou un cul-de-sac au niveau de mon auditoire, je ne sais plus par où sortir, ben c'est peut-être à ce moment-là que tu dois dire, OK, là, il faut que je pose une action pour sortir. Puis là, ton action va peut-être générer quelque chose, puis là, tu peux revenir, tu sais. Fait que c'est pas de quitter complètement ta communauté, quitter complètement tes repères ou ton confort, parce qu'on a besoin de confort aussi, mais c'est d'être capable de jongler entre le confort et l'inconfort, puis de respecter ton rythme à toi, parce qu'on est tous différents. Fait que si toi, ta zone d'inconfort est vite atteinte, ben, t'es peut-être pas rendu à te pitcher en bas, là, de te faire un saut en bungee, tu sais. Tu peux aller voir un show de lutte. Peut-être que dans 2 ans, tu vas faire, hey, là, je suis en parachute, je me laisse aller, tu sais. Fait que de respecter son rythme, mais de tout le temps oser marcher le petit pas de plus pour que ça enclenche un mouvement puis que ça te débloque. Parce qu'on est un peu bloqué. Puis je suis bloquée en ce moment, je sais, je suis un peu poignée dans ma petite roue. Fait que comment donner la petite swing. Puis des fois, c'est un ami. Tu as un ami ou quelqu'un, un collègue, un artiste qui est un peu plus willing, qui est plus extraverti, puis qui est ton wingman de job, tu sais, de faire comme, hey, tu veux-tu, on va aller à telle place ensemble. Puis des fois, de sortir justement, de ne pas être seul là-dedans, ça peut faire du bien. Absolument. Aussi. C'est métaphoriquement de prendre des vacances d'une certaine façon, tu sais. C'est de sortir, de faire de quoi. C'est d'oser puis d'être intentionné aussi. Exactement. Oui. Puis d'être à l'écoute de ses entourages puis de pouvoir sortir de ça aussi. Oui. C'était vraiment une belle discussion. Oui. Merci énormément. Puis souvent, on dit qu'on apprend rarement de nos succès. On apprend beaucoup de nos erreurs. Mais aujourd'hui, c'était un succès, cette conversation-là. Puis on a beaucoup appris. Fait que
c'est super. Puis là, on va aller vivre peut-être des erreurs puis apprendre d'autres choses. C'est ce qu'on suggère aux gens, mais des erreurs qui font pas trop mal, tu sais, là. Oui, c'est ça. Tranquillement, puis l'année prochaine, tu te pètes la gueule. C'est ça. Comme ça. Tu rembarques sur ta petite trottinette. C'est parfait. Ben, merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous, c'était vraiment cool. Puis si jamais il y a des gens qui ont envie de connecter avec moi, d'échanger, gênez-vous pas. Je ne sais pas si vous pouvez partager mon compte peut-être sur Instagram. Oui, absolument, on mettra ça dans les notes. Si les gens ont envie, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Très cool, merci. Merci à vous les gars. Salut.